À quoi est-ce qu'on sait qu'une chenille a réussi dans la vie? C'est qu'elle a donné naissance à son plus grand potentiel. Pourtant, nous, quand on nous dit « tu as en toi quelque chose d'exceptionnel », quelle est notre réaction? Dans la majorité des cas, on dit non, je suis juste moi. Pourtant, on a tous des rêves, non? Vous en avez des rêves? Non, mais vous en avez des rêves? Ah bah mais quand même, j'ai eu peur. Et on a beaucoup à apprendre des chenilles. J'ai démarré ma vie professionnelle en tant que rat de laboratoire. J'ai travaillé à l'Institute of Cancer Research de Londres en tant que chercheur en thérapie génique. J'avais cloné le virus du HIV, le virus du sida. Je l'avais modifié génétiquement pour qu'il détruise les cellules cancéreuses. Un projet exceptionnel, une vie géniale. J'étais bien partie pour décrocher le prix Nobel de médecine. Vous y croyez pas, hein? Ben moi non plus. J'ai littéralement saboté ma carrière de chercheur. Comme tout projet ambitieux, il a eu des difficultés, des obstacles. Ça me paraît bien, ouais. Et j'ai démissionné. Attends, pas trop en avant. Ah. J'ai effectivement démissionné, avec dans la tête cette petite chose. Vous savez, quand, peut-être que ça vous est arrivé aussi, quand on fait un truc ou on prend une décision et on sait pertinemment que ce n'est pas la bonne chose à faire, qu'on a beau se le dire non, mais c'est pas grave, on le fait quand même, en sachant que oui, tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. Voilà, je crois que vous voyez bien le tableau. Donc je suis rentrée en France, j'ai passé un MBA, un Master 2 en gestion des entreprises, et pour moi, c'était presque facile. Pourquoi? Parce que ça faisait des années que je passais des examens tous les ans. J'étais restée dans ma zone de confort. J'étais restée dans, grosso modo, ce que je savais faire le mieux. Ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, je voulais retourner dans mon laboratoire de thèse. J'avais pas vraiment beaucoup évolué, non. Ma vie avait changé, mais moi, j'étais restée cette petite thésarde qui n'avait pas évolué. Et on a beaucoup à apprendre des chenilles. Parce que les chenilles, elles savent que tôt ou tard, il va falloir bouger. D'ailleurs, la chanson nous dit, en voiture, les voyageurs, la chenille part toujours. Waouh! Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Bon, ça, c'est une blague que les milléniaux ne peuvent pas comprendre. La chenille, elle nous dit, l'automne arrive. Elle nous dit même, l'hiver vient. Ça, c'était une blague pour les milléniaux, par contre. Hein. Winter is coming. Bah oui. Tout change, tout le temps. Les pratiques professionnelles changent. Parfois, les collègues changent. La concurrence change. Les consommateurs, les marchés changent. Les tours de taille changent. Et oui, il faut apprendre à changer. Parce que oui, il faut que l'on apprenne à changer. Or, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? J'avais fait comme cette petite chenille, encore une qui nous apprend des choses. Elle s'appelle Urodidée. Et elle tisse littéralement autour d'elle une cage dorée. Ça vous parle, la cage dorée? Quand le salaire est bon, finalement, qu'est-ce qui nous pousse à aller ailleurs? Et quand, quelque part, les seuls avantages du job qu'on a, c'est les week-ends et les jours fériés, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Urodidée, elle, si vous regardez bien, elle a fait une petite sortie en bas à gauche de son cocon. Et nous, est-ce qu'on a prévu notre petite sortie de notre cage dorée? Le premier job que j'ai décroché après ce diplôme tout fraîchement émoulu, c'était un travail en tant que chef de rayon junior dans la grande distribution. Je suis passée de la thérapie génique aux fruits et légumes. Est-ce que j'y suis allée à reculons? Pas du tout. Quand j'étais arrivée en thèse, mon directeur de thèse était venu me voir avec un post-it, 3 lignes de texte dessus, en me disant « Voilà, tu as 3 ans pour devenir la meilleure experte mondiale de ce sujet. Et le prouver par tes publications. » Et ça, malheureusement, c'est une sale manu qui reste. Donc, je me lance dans les fruits et légumes avec l'objectif de devenir la meilleure chef de rayon fruits et légumes possible et imaginable.
Je me lève à 4 heures du matin, je vais nettoyer le rayon avant que l'équipe arrive. Je cours toute la journée entre les bureaux et le rayon. Je veux que tout soit parfait, nickel, impeccable. Mais ça ne suffit pas à mon âme de chercheur. J'envoie un rapport d'intelligence économique au patron. Non, juste pour lui montrer qu'il n'avait pas bien mesuré en fait quel était exactement son fonds de commerce. Oui, c'était ambitieux. Ceci dit, première réunion de cadre, je l'entends reprendre cette idée principale. Yes, ça y est, c'est bon, je me suis fait ma place, je vais y rester pendant... je vais dépoter, c'est le cas de le dire. Ils n'ont pas renouvelé ma période d'essai. De toute évidence, ils n'avaient pas besoin d'un chercheur en tant que responsable de rayon fruits et légumes. Après cette expérience, je me suis littéralement effondrée. Je me suis effondrée parce que je ne voyais pas ce que j'avais fait de mal. Et surtout, je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Donc, alors que je m'étais toujours destinée à des postes de cadre, de dirigeant, de manager, je me mets à accepter les premiers boulots qui arrivent. Je deviens vendeuse en boulangerie pour 500 € par mois, et encore, quand je le recompte bien, parce que le patron avait tendance à financer son divorce sur le salaire des employés. Je fais du plateau d'appel. Oui, j'ai fait partie de ces gens qui vous téléphonent quand vous n'avez pas le temps pour vous vendre des trucs dont vous n'avez ni envie ni besoin. J'ai été palefrenière, littéralement les pieds dans le fumier du matin au soir. Mais ce n'était pas le pire, parce qu'il n'était pas que sous les pieds, le fumier. Il était là aussi. En fait, je me trouvais moche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans ma tête, ce qui tournait, c'était finalement ces DRH qui sont en poste depuis très longtemps et qui m'ont dit tout simplement que j'étais bonne à rien. Peut-être qu'ils ont raison. Tous ces DRH à qui j'envoie mes CV encore et toujours et pour qui je n'arrive pas à convaincre. En fait, j'ai fait comme cette petite chenille. Elle s'appelle Mechanitis polymnia. Et elle s'enferme littéralement dans son armure. C'est la vraie couleur du cocon. Hein. J'espère que vous le trouvez beau. Moi, dans mon armure, en fait, j'étais vraiment en pleine autodestruction. Parce que je ne comprenais pas ce que je pouvais faire de plus. Et j'ai mis des années à comprendre que cette dimension-là, elle est universelle. J'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à m'y intéresser vraiment, parce que je n'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était un problème. Nos écrits les plus anciens, ils sont religieux. Toutes les religions en parlent de cette dimension-là. C'est le mauvais karma des bouddhistes, c'est le mauvais penchant des catholiques, le Yetzirah des juifs, Shaitan pour les musulmans. On a tous en nous cette dimension profondément autodestructrice. On a la possibilité de la garder en nous, de la retourner contre nous-mêmes ou contre l'extérieur. Je veux dire, je pense que ça nous est tous arrivé un jour d'avoir un vrai coup de colère et de laisser partir et de casser quelque chose à l'extérieur, ou parfois quelqu'un. Cette dimension, en fait, on peut se dire, mais quel intérêt d'avoir ce côté hyper négatif en nous, on serait tellement plus heureux si on était justement heureux du matin au soir. Mais si l'ombre n'existe pas, la lumière n'existe pas non plus. Et quelque part, le fait d'avoir ces deux dimensions en nous nous propose quelque chose d'exceptionnel. Elle est la clé de notre liberté la plus totale. À chaque instant de notre vie, on a le choix de décider si on vit dans un monde de fumier ou au contraire, si on a quelque chose d'exceptionnel en nous, si on vit une vie exceptionnelle. Et il suffit de regarder les atrocités que l'on peut voir dans les actualités pour savoir que cette dimension négative n'a pas de limite dans le genre humain. La bonne nouvelle, c'est que son opposé n'a pas de limite non plus, malgré nos doutes. Donc, il faut s'en servir. Il faut tuer les doutes pour faire naître l'espoir. Il faut tuer la peur pour faire naître la confiance en soi, la confiance en son projet. Il faut tuer la haine et la colère pour faire naître l'amour de soi, l'amour de ce qu'on porte en nous et l'amour des autres qu'on va aider grâce à ça. Dans ce domaine-là, les chenilles nous apprennent également beaucoup. Parce qu'on sait qu'elle va rentrer dans son cocon, la chenille. Elle va faire pousser des pattes et des ailes, on ne sait pas trop comment. Mais en fait, dans le cocon, la chenille,
elle va se digérer littéralement. Il ne restera que 3 îlots cellulaires qu'on appelle les disques imaginaux et à partir desquels l'intégralité du papillon va être créée. À partir de rien. Et quelle réussite ce papillon! C'est en observant les ailes des papillons que les premiers ingénieurs aéronautiques ont eu l'idée de renforcer le bord d'attaque des ailes des avions. C'est ce qui permet au papillon monarque de faire 4000 km par an pour aller trouver l'âme sœur. L'équivalent pour nous de faire 2 fois le tour de la Terre. Bon, on sait que pour trouver l'âme sœur, on est capable de faire un certain nombre d'exploits. Pour ma part, après 6 ans de errance professionnelle, dont 5 ans en lumbago aigu, j'ai fini par me poser une question. Une seule question. Qu'est-ce que tu aimes faire? Elle est simple, cette question. Mais dans notre course quotidienne, dans notre marathon permanent, est-ce qu'on se la pose? Est-ce qu'on laisse une place à ce qui nous rend vivants? Moi, la réponse, elle a été immédiate. J'avais toujours écrit. À 15 ans, j'avais déjà rédigé 3 romans. Et mes parents, avec beaucoup d'amour, m'avaient dit « C'est bien, Emmanuel, que tu écrives, mais travaille mieux à l'école, décroche des gros diplômes, tu travailleras bien, tu auras des gros postes, tu gagneras très bien ta vie, tu pourras faire ce que tu veux. » Moi, j'ai écouté mes parents, hein, j'ai bien travaillé. Hein. Bon, je n'ai jamais eu la contrepartie. Alors, je me suis dit, quitte à crever de faim, autant faire ce que j'aime. Je me suis lancée effectivement dans l'écriture. Je me suis passionnée sur qu'est-ce qui rend un récit accrocheur. Qu'est-ce qui fait que l'histoire que l'on va écrire va parler à chacun des lecteurs. Et de fil en aiguille, j'ai écrit, publié, appris le marketing en ligne, qui est très exactement ce que j'ai appris pour rendre un récit accrocheur, créé ma propre entreprise, créé ma propre équipe, et ensemble, on a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs, d'auteurs, à écrire, publier, raconter leur propre histoire et développer leur activité en ligne. Au-delà de ça, en fait, je sais que tous les matins, quand je me lève, ma vie a un sens. Et personnellement, je me sens fondamentalement honorée de la confiance de tous les gens qui, jusqu'à présent, m'ont demandé de les aider à comprendre leur histoire, à l'écrire et à en faire quelque chose au bénéfice de tous. Les idées qu'on a dans la tête, on ne leur apporte pas de poids parce qu'il nous est facile de les émettre. On ne se rend pas compte du potentiel destructeur de nos idées négatives. Et on minore complètement le potentiel positif de nos idées positives. Une idée, c'est comme un petit miracle qu'il faut regarder par rapport à ces choses extraordinaires qu'elle peut déclencher en fait, si vraiment on en prend soin. Il faut accepter qu'une idée, lorsqu'on va la matérialiser, elle va casser quelque chose. Elle va nous accompagner à laisser peut-être derrière nous des comportements, des idées, des modes de fonctionnement qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Elle va nous aider à abandonner les béquilles qui nous aident à marcher mais qui nous empêchent de voler. Et pour lui donner naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, chaque jour, faire une chose de plus pour que, jour après jour, cette idée devienne bien plus qu'une idée et qu'elle nous dépasse et qu'elle aide énormément de monde autour de nous. Alors, je voudrais que l'on fasse ensemble une expérience. Parce que vous parlez, c'est bien, mais les vrais héros de cette histoire, c'est vous, avant tout. Alors, je veux vous faire vivre ça. Pour ça, c'est très simple. On va mettre un peu de lumière dans la salle et je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner une enveloppe. Et on va faire cette expérience tous ensemble, de l'ouvrir très précisément, exactement au même moment. D'accord? Quand je compterai jusqu'à 3. Vous avez compris à quel moment on ouvre l'enveloppe? Waouh, super. Génial. Très bien. Donc maintenant, la deuxième étape, il y a un jeu de pistes pour trouver l'enveloppe. Non, je rigole. La salle étant trop petite pour ça. Vous êtes tous assis sur des coussins extrêmement confortables. Vrai ou pas vrai? Très bien. Vous allez glisser votre main sous le coussin et vous allez sentir l'enveloppe qui est juste en dessous. Alors, les premiers rangs n'en ont pas. Ouais, c'est ça. J'en prends une. Servez-vous.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas. Alors, un peu de calme, s'il vous plaît. J'aimerais bien que tous ensemble, on tienne l'enveloppe devant nous, comme ça. Vous y êtes? Très bien. Oui, il y a un sens. Et maintenant, tous ensemble, on va faire cette expérience. D'accord? Il y a au fond de chacun de nous, non pas seulement une idée, mais un potentiel exceptionnel. Quelque chose de magique que personne d'autre au monde que vous-même n'est capable de matérialiser en ce monde. Cette enveloppe, c'est notre cocon. C'est l'endroit dans lequel on va mettre cette idée. On va mettre cette personne qu'on a le potentiel de devenir. Cette personne, peut-être que personne autour de vous n'a voulu croire en elle, et même peut-être que vous-même, vous n'avez pas voulu croire en elle. Dans cette enveloppe, dans ce potentiel, nous allons y mettre notre joie, nous allons y mettre notre plaisir, nous allons y mettre ce cœur qui bat plus vite, nous allons y mettre tout ce qui nous rend vivants et tout ce qui donne à notre vie sa véritable valeur. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Vous êtes merveilleux. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Merci à vous, bravo à vous.